D'accord. Très rapide, soirée. D'abord, moi, la chose pour laquelle je postule, c'est être ensemble de l'en commun et lutter ensemble collectivement pour faire progresser notre vie collective et individuelle. C'est ça qui est important. Je pense que il faut créer les conditions pour cela. Alors, ce qui a été dit, il y a plusieurs questions sur le racisme d'État. Bien sûr, c'est du racisme d'État, puisque on parle toujours du racisme d'en bas, vous savez, jusqu'à présent. Et si je n'ai pas parlé de racisme, c'est parce que ce mot-là est devenu tellement galvaudé, justement par un certain nombre d'organisations traditionnelles, poussiéreuses maintenant, et qui faisait de l'antiracisme affectif. Alors qu'il s'agit de l'antiracisme, c'est d'abord politique. Hein, c'est pas une question t'aimes ou t'aimes pas. On n'est pas là. C'est pas les esprits sont forgés par en haut. Hein, les vrais dominants, ils sont en haut. Et c'est ceux-là qui nous envoient via leur canal un certain nombre de poisons tous les jours que les travailleurs, les gens qui n'ont pas compris que leurs intérêts, c'était d'abord de s'unir de tout pays. Donc ça, c'est un vrai... Mais il y a un vrai racisme d'État, ça c'est incontestable. Sur la discussion avec Eric tout à l'heure, non, je n'oublie jamais la question sociale. Jamais. J'ai toujours dit qu'on était des enfants de travailleurs et c'est d'abord en tant qu'enfant. Parce que, évidemment, et on le voit bien aujourd'hui avec, je dirais, l'ascension, entre guillemets, de certains de nos enfants qui ont réussi à passer sous les gouttes et qui ont réussi à avoir des diplômes, certains sont profs, machin, n'empêche que cette question-là, moi, ma fille, elle est comédienne professionnelle. Mais ce qu'elle me dit, papa, c'est que, et je le vois bien, les rôles qu'il lui file, c'est toujours parler des trucs, machin. Autrement dit, elle est marquée au marqueur alors qu'elle dit, mais je suis comédienne. J'ai fait les cours machin, Florian, tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Pourquoi on lui filerait des rôles uniquement, je dirais, qui vont bien? Hein, qui vont bien avec elle. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est pas... Il y a des phénomènes de reproduction, bien sûr, là-dessus. Alors, la question sociale, on est des travailleurs, on l'a toujours été. Simplement, voilà, il y a une problématique autour de ça. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas, et d'ailleurs à tous les hommages, et si vous venez... le 8 mai, devant l'hôtel de ville à 18h, vous verrez, nous le répéterons. Nous avons toujours dit dans nos commémorations, mais partout, que effectivement, nous rendons hommage à nos camarades français qui ont lutté, bien sûr, le réseau Jonson et les porteurs de valises, etc. Et je dirais même, est-ce que vous connaissez un certain Yveton, hein? Yveton, c'était un communiste qui a été assassiné par qui? Par François Mitterrand à l'époque. Et on lui a coupé la tête, il a été guillotiné. Et il a défendu des Algériens. Fernand Yveton, hein, rappelez-vous de ce nom. Donc c'est des gens, des camarades à qui il faut rendre hommage. À titre individuel, ils ont même souvent désobéi à leur parti d'une manière générale. Et il y a eu, alors que leur parti à l'époque, c'était paix en Algérie. C'était pas indépendance, je m'excuse. L'histoire, c'est l'histoire. Il faut rappeler l'histoire. Paix en Algérie, c'est pas l'indépendance. C'est plus tard que les partis politiques sont venus. Le 17 octobre 1961, 30 personnes issues du PSU qui s'étaient rassemblées. C'était pas les organisations politiques en basse, etc. Quelques mois après, le 8 février 1962, Charonne, 1 million de personnes aux funérailles. Et je leur rends hommage au Père Lachaise. Mais c'est très bien. Je veux dire, le problème, il n'est pas là. C'est que c'est le contexte, c'est l'histoire. Il faut rappeler ces faits-là.
mais en même temps, il y a des gens à titre individuel, il y a des groupes qui ont fait un travail colossal au péril de leur vie, qui ont été en prison, etc. Et ceux-là, c'est nos frères de lutte, nos camarades de lutte qu'il faut... et d'ailleurs, on ne les oublie jamais, ces gens-là. Hein, d'accord. Par contre, les directions des partis, c'est autre chose. Comme je ne confonds pas les peuples avec les dirigeants. Quand M. Macron nous dit, hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai pas déclaré la guerre, c'était des frappes. Ah ouais, des frappes, pas la guerre. Non, non, j'ai jamais fait la guerre, moi. J'ai juste envoyé des missiles. Il l'a dit, hein, vous vous rappelez, des frappes. Ah non, non, jamais déclaré la guerre. Eh bien, justement, ça me fait une bonne transition pour vous dire simplement que le colonialisme d'hier, c'est le colonialisme d'aujourd'hui. Ça, c'est pas fini, le colonialisme. On ne parle pas de choses poussiéreuses, là, hein. Aujourd'hui encore, le processus de démembrement des pays arabes de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique est en cours de route. Il y a eu l'Irak, la Syrie, la Libye, et c'est pas fini. C'est-à-dire que toujours avec les mêmes intentions, le pétrole, les richesses, c'est toujours les mêmes processus finalement de domination, sauf que là, il y a plusieurs acteurs, il y a les Chinois, il y a les Russes, etc. Et il y a des enjeux entre les uns et les autres pour pouvoir, c'est comment on va prendre le gâteau le plus facilement. Et si on ne nous le donne pas, on va le chercher, le pétrole, hein, y compris avec la force. Donc on n'a pas dit un mot sur la Palestine. Quand même, c'est quand même important ce qui se passe en Palestine. Vous avez le rassemblement de la Nakba, le rassemblement de la catastrophe, qui est quoi? C'est le droit au retour. Sont des civils qui se rassemblent pacifiquement pour dire voilà, on existe, on est encore là, vous nous avez expulsés en 1947, mais on veut revenir, on lâchera pas. Voilà, on est là. Qu'est-ce qui se passe? On leur tire dessus, on les tue comme ça, de manière criminelle, devant les caméras. Et vous avez vu des résolutions, vous avez vu des frappes, hein? Il y a eu quelque chose, quelqu'un qui a dit quelque chose? Ah, rien. Voilà, c'est ça aussi la question de l'égalité internationale, elle se pose à ça. Et moi, comment dirais-je, je rends hommage aux hommes politiques courageux qui se sont élevés, et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui a osé dire le CRIF, ça suffit, hein, de nous traiter toujours d'antisémitisme, alors qu'à chaque fois qu'on parle politique de la question d'Israël, je rends hommage à tous les gens, les Français, qui se sont élevés pour dire non, le fait de critiquer la politique d'Israël, c'est pas de faire de l'antisémitisme, c'est au contraire, c'est justement de faire en sorte de lutter contre l'antisémitisme. Parce que lutter contre l'antisémitisme, c'est dénoncer cette politique criminelle qui ne représente pas les Israéliens en plus. En aucun cas, elle ne représente pas tous les Israéliens. Bon, il y a une partie qui sont d'accord, mais pas tous. Donc ça, c'est important. Et de dire aujourd'hui encore que cette question du colonialisme n'est pas finie et que des guerres, il va y en avoir encore de plus en plus, avec cette question de l'enjeu véritable. Je finirai juste sur la question de ce qui a été dit par le jeune homme sur ma droite. 1983, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai évacué cette question, c'est vrai. Pas intentionnellement, mais parce qu'on ne peut pas tout dire. Enfin, dans le sens où on n'a pas le temps. Oui, en 1983, la marche pour l'égalité des droits a été assassinée doublement. Elle a été assassinée politiquement, avec l'effacement et la création des SOS Racisme, et puis à coup de télévision d'État, hein, parce que c'est-à-dire avec vos impôts, on a valorisé des gens qui sont aujourd'hui maintenant, je ne sais plus, sont sénateurs, ministres, je ne sais plus quoi, je ne sais plus, Harlem, là, je ne sais plus ce qu'il devient, ce monsieur. Bon, bref, ça lui a permis un bon tremplin, mais la question qui s'était posée avant la création des SOS Racisme, c'est-à-dire la création des SOS Racisme, c'était le missile de dissuasion qu'on nous a mis en place pour nous dire si vous faites ça, il y aura autre chose. Enfin, vous n'existerez plus politiquement. Eh bien, nous avions dit, nous, à l'époque, on avait 23 ans, on était jeunes et beaux, et pour nous, la lutte contre le racisme, c'est dans le monde entier. Les Indiens d'Amérique, à l'époque, il y avait aussi l'Afrique du Sud, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait plein de choses.
Et nous, on disait, mais on est sensible à toutes les questions antiracistes du monde entier, on est des internationalistes. Et voilà. Mais internationaliste, ça veut dire aussi la Palestine, ce qui se passe en Palestine. Et à l'époque, eh bien, un certain nombre de dirigeants du Parti socialiste ont dit stop, là, vous déraillez, les gars. Vous déraillez parce que là, vous ne pouvez pas dire Israël, c'est une démocratie, donc vous ne pouvez pas parler dans ces termes-là. Et donc, on a eu un conflit, un véritable conflit politique là-dessus, et qui s'est terminé dramatiquement, puisqu'ils nous ont, je dirais, atomisés avec, évidemment, les moyens de la télévision, etc., en créant de manière superficielle SOS Racisme, en engageant avec les moyens de l'État partout cette organisation qui a eu justement un effet néfaste aujourd'hui. Pourquoi on n'a plus envie de parler de racisme? C'est parce que ces années-là ont créé l'antiracisme affectif, qui est, faut pas être, c'est méchant, c'est pas gentil. Mais on n'en a rien à cirer de pas méchant, pas gentil. La question, c'est politiquement inacceptable. Hein, d'accord? On se bat politiquement. Ce sont des idées nauséabondes qu'il faut combattre politiquement. Et donc, voilà, pour répondre au jeune homme, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, oui, c'était un véritable... Et aujourd'hui, il nous faut créer quelque chose, un autre en commun, où la question du racisme devient un racisme politique, la question de la lutte des classes, mais aussi la question de la colonisation, c'est aussi la question, ça interpelle la question du capitalisme, aujourd'hui nouveau, et qui, voilà, si on ne pose pas ces questions-là, on ne peut pas y arriver. Politique. Un mot. Non, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas répondre à votre question, mais vous dire simplement que dans l'histoire des Belloumi, dont on a beaucoup parlé, il y a cette question-là aussi. C'est-à-dire le père, qui fait la première migration, raconte très peu de choses en fait de son histoire aux enfants. Et une des explications, enfin j'ajoute à ce que dit Stéphane Beau, c'est un rapport compliqué à la France, je dirais. On est issu d'un pays colonisé, on s'installe dans le pays qu'on a quitté, enfin voilà, en tout cas pour les Algériens, au terme d'une lutte finalement on s'est séparés, et c'est pourtant la France qu'on a choisie, donc il y a quelque chose de compliqué à parler du choix de départ. Et puis il y a aussi le désir que les enfants justement précisément disparaissent, enfin que les origines ne soient pas ce qui les traîne derrière eux, mais ce qui les pousse devant, dans un contexte qui n'est pas celui de la crise économique. Et donc là, il montre bien la différence entre les deux parties de la fratrie, et c'est ce que disaient tout à l'heure les intervenants qui en parlaient. Mais bon, il faudrait après voir les histoires familiales. Mais je pense qu'il y a quand même, dans le travail de Stéphane Beau, c'est une famille, mais il fait tout un travail pour expliquer en quoi ça peut être représentatif de quelque chose de plus large. Et voilà, je trouve que c'est une lecture passionnante. Et je voulais juste dire un mot sur ce qui a été évoqué à de nombreuses reprises tout à l'heure, sur citoyenneté, nationalité et colonisation. Et avec le cas d'Israël, on pourrait aussi d'ailleurs dire ça. C'est-à-dire que il y a quelque chose là qui se noue en France de manière tout à fait spécifique quand même. Notre manière de ne pas remplir la citoyenneté, de ne pas en faire deux ensembles congruents, quoi. Mais ça remonte au départ, parce que l'exclusion des femmes de la citoyenneté, c'est déjà ça d'une certaine manière. Donc il me semble quand même que peut-être qu'il faudrait arrêter d'essayer de coller les deux, hein, mais vraiment de réfléchir à la citoyenneté dans son entièreté et de la penser en elle-même, quoi. Et donc de l'actualiser, pas simplement au moment des élections, quoi, de l'actualiser voilà, au quotidien, tout le temps. Et je voulais juste vous faire part de cette proposition interprétative qui vient des États-Unis, qui s'appelle l'intersectionnalité, qui est de réfléchir, c'est la convergence des luttes, mais en sens social, hein, qui est de réfléchir sur les dominations croisées, hein, et qui précisément pense qu'il faut penser ensemble la domination de race, de classe et de sexe. Hein, et que c'est précisément au croisement et sans hiérarchiser, et sans prioriser ou je sais pas quoi, hein, et que c'est en interprétant avec ces trois grilles de lecture-là, hein, on pourrait peut-être en ajouter une autre en termes d'âge d'ailleurs, hein, avec cette grille de lecture-là, on voit d'autres choses apparaître, et si on voit, on comprend, et si on comprend, on peut agir. Bon, ça va là, ouais, là ça va, d'accord. Bon, très rapidement, parce que je crois que sinon tu vas t'arracher les cheveux avec la G4, qui d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai cru comprendre, a des problèmes, la G4, donc ce serait bien de se mobiliser aussi,
parce que ça fait quand même des années que ça nous intéresse bien d'avoir une salle associative de ce type dans le nord-est parisien. Bon. Je vais être rapide parce que, une première chose, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire sur la question des dominations croisées. Bon. Et ce qui fait qu'à mon avis, on doit être capable justement d'appréhender la totalité. La deuxième chose, c'est que, ça a été dit, il est parti, mais il a raison, qu'on n'avait pas utilisé le terme racisme, notamment par rapport à la loi asile-immigration et par rapport aussi à quelque chose qui définit justement cette double discrimination des quartiers. Et c'est important de le dire, pourquoi ? Parce que il peut y avoir une double discrimination par rapport à des gens qui ne sont absolument pas d'origine d'une ancienne colonie française. Voilà. Parce que simplement leur couleur de peau est noire, ou leur religion n'est pas la bonne, ou religion supposée, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est encore une autre caractéristique, enfin, qui à certains moments se croise, qui fait que la couleur de peau est quelque chose qui se rajoute, et c'est pas forcément lié avec l'histoire coloniale de la France. Alors, se rajoute, quand je dis ça, comprenez une chose, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je ne nie pas aucune de ces histoires, mais la chose invite justement à voilà. Peut-être. Peut-être. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est lié, qui n'est pas seulement lié. Parce que si on pense que la question du racisme est uniquement liée par rapport à l'histoire coloniale, je pense qu'on se trompe. D'accord ? Donc c'est aussi ça que je veux dire, bon, hein, dans ce sens-là. Bon. Troisième chose, et ça va à rebours de ce que je viens de dire, je pense que justement dans la représentation, l'histoire coloniale, y compris sur des générations qui ne l'ont pas du tout connue, a son importance. Et de ce point de vue-là, effectivement, au-delà du fait que cette politique est injuste, tu as raison de dire que l'attitude de la France au niveau international, elle a des répercussions évidentes par les choix qu'elle fait dans justement, j'allais dire, ce rajout d'un mépris par rapport à l'identité de genre, par rapport à ce que... Donc la question palestinienne est centrale, c'est évident, elle est centrale. Je ne veux pas redire ce qui a été dit, je le partage entièrement. Mais la question de France-Afrique est centrale aussi. D'accord ? Elle est aussi centrale. Hein, je ne voudrais ne pas l'oublier, parce que sinon, on va avoir à un moment donné tendance à oublier aussi quelque chose qui s'exprime, je vais le dire rapidement, chez les Noirs en France, et qui s'exprime de manière plus en plus forte. D'accord ? Et qui, à un moment donné, j'ai bien aimé la réflexion de Laurent quand il dit, quelque part, c'est vos histoires de blancs. Mais si on veut à un moment considérer que des gens s'organisent en fonction de leur couleur et se disent que les blancs, ça ne les regarde pas, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, je dis ça parce que c'est aussi quelque chose aujourd'hui qui agit comme ça. Et moi, je ne jette pas la pierre. Je vais vous raconter une anecdote. La Libye, au moment de l'histoire de la révélation du trafic d'esclaves, qui est une histoire énorme, d'accord ? Il se trouve que par des biais, parce que justement, de par la circonscription où je suis élu, j'étais avec des gens qui se sentaient très sensibilisés par cette histoire. Grande a été ma surprise de découvrir que une manifestation avait été appelée. Il y avait 3000 personnes, voire 4000 personnes qui sont parties en manifestation sauvage. On devait être une dizaine de blancs dans cette manifestation. D'accord ? Ça, c'est indicateur de quelque chose. Parce que si après, on veut expliquer à ces gens-là que oui, leur lutte nous concerne, et que donc si leur lutte nous concerne, nos luttes les concernent aussi, bah là, il va falloir se préoccuper un peu plus de ces histoires. Et de la même manière, m'a frappé aussi autre chose. Alors fort heureusement, je trouve ça plutôt positif. Il se trouve que quand même, il y a eu un réveil. La question a été posée à 5 reprises au gouvernement dans la même séance à l'Assemblée. Là aussi, singulier, j'étais le seul blanc à le poser. Pour tous les autres groupes, c'était, entre guillemets, l'antillais ou le fils d'immigré de service qui posait la question sur la Libye. Donc on voit bien que là, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je crois, et c'est pour te répondre aussi, Ramzi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je crois que si on ne s'empare pas de manière volontariste des luttes spécifiques des quartiers, on sera toujours en extériorité. Et là, on aura beau avoir la pensée de se dire qu'il suffit de faire ce que tu appelais, c'est-à-dire des assemblées qui élisent leurs candidats, ce qu'on a fait pour les législatives, je te rappelle, on aura toujours les mêmes représentations, toujours. Pourquoi ? Parce que les gens se sentiront totalement en extériorité de ce qu'on fait. Donc le travail, il est maintenant d'aller se préoccuper des luttes dans les quartiers, des luttes qui concernent les quartiers, d'y aller de manière volontaire. Et surtout d'y aller sans avoir l'idée que tout est à inventer dans les quartiers. Parce que là aussi, on ferait une erreur terrible.
Il y a des choses qui se passent dans les quartiers. Peut-être qu'à certains moments, ça ne s'illustre pas de la même manière que nos mobilisations à nous, mais il y a des choses qui se passent. Et si on arrive en espèce de curé rouge dans les quartiers en pensant qu'on va amener toute la vérité, etc., je pense qu'on se plante complètement. Je dis ça parce que, franchement, c'est pas vrai. Quand je dis ça, c'est que c'est pas si facile à faire. Voilà. Et que dans les 4 ans qui viennent, on a intérêt à vraiment réfléchir à cette question. Elle est absolument centrale. Parce que si on la rate cette fois-ci, non seulement on le paiera en termes électoraux, mais ça j'allais dire, c'est pas mais surtout on le paiera en termes d'auto-organisation et de représentation de ce que veut d'un grand mouvement d'émancipation majoritaire dans lesquels les gens se représentent réellement. Voilà, moi, je vous assure, c'est la chose qui me préoccupe le plus dans les 4 ans à venir. Parce qu'aujourd'hui, on en est vraiment très, 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 très loin. Bon. Même si heureusement il y a enfin on en est très loin. Bon. Donc ça c'était une chose que je voulais dire et je voulais terminer. Non, je crois que c'est tout. J'avais vraiment envie d'insister là-dessus sur l'importance que ça a, à mon avis, sur cette question. Là, j'arrête là. De l'AGK. N'oubliez pas non plus de mettre votre petit sou en partant pour financer la location de la salle. Et vous pouvez revoir les débats sur le site internet du groupe d'histoire sociale. Il y a celui sur la lutte à tel un sexe qui a été mis en ligne hier en catastrophe. Merci. Au revoir.